Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir le thème 35, celui du texte dialogique. Et donc, je vais partager mon écran. Vous vous rappelez que ce thème, il est très en rapport avec le thème 7, celui de la communication orale. On va voir pourquoi. Donc, voilà donc mon écran. Et voilà. C'est le texte dialogique, caractéristiques et structure. Bon, à l'envers. Structure et caractéristiques. Peu importe. Au sommaire, on a tout d'abord, comme toujours, une justification et une introduction des caractéristiques, avec les caractéristiques de l'oralité, le dialogue comme pratique sociale, et puis dans un petit 2, une structure de dialogue avec l'échange et la séquence, les différents types d'échanges et des séquences, et puis le texte dialogique en cours de fleu. Donc, les points 1, c'est vraiment pris du thème 7 et c'est pareil pour les petits 3. Puis finalement, on aura une petite conclusion. Donc, la conclusion, elle est vraiment partagée ainsi que la justification avec les thèmes 31, 32, 33 et 34. Donc, ça va nous servir pour les mettre en lien. Alors, pour l'école officielle des langues, les thèmes 35, c'est les thèmes 15, d'accord? C'est ainsi du thème, les thèmes 31, c'est les 10, les 32, les 11, 33, les 12 en école officielle des langues, les 34 pour l'enseignement secondaire, c'est les 13 euh, pour pour l'école officielle des langues. Et puis finalement, les 35, c'est les 15. Il y a un petit décalage. Le thème 14 pour l'école officielle des langues n'est pas recueilli dans les thèmes de l'enseignement secondaire. Donc, une fois ceci dit, nous passons à la justification. D'abord, comme j'ai dit, euh, c'est la même justification que pour les autres thèmes des typologies textuelles. Donc, on va dire que ce thème est totalement important et pertinent pour l'examen de l'enseignement secondaire ou pour l'accès à l'enseignement dans les écoles officielles des langues, puisqu'il aborde les composantes discursives et textuelles en tant qu'il aborde le texte dialogique, une typologie textuelle. Donc, c'est et donc une compétence discursive et textuelle qu'on va apprendre ici. Et donc, c'est une composante d'une compétence communicative marquée comme objectif par les CESRL et par les textes en vigueur. Dans l'introduction, on va parler du débat. Il y a un débat où il y a eu un débat sur le texte dialogique. Tout d'abord, pour Virtanen et Warwick, ils marquaient, ils étaient contre la pertinence et l'appartenance de ce thème dans les typologies textuelles, dans les autres typologies textuelles, puisqu'il avait une hétérogénéité, d'accord? Il y avait dans son texte dialogique, on peut trouver des récits, on peut trouver des descriptions et on peut trouver des arguments, etc. Donc, toutes les autres typologies textuelles peuvent se trouver à l'intérieur du texte dialogique. Et il marquait aussi les caractères dialogiques face aux caractères monologiques des autres typologies textuelles. Ça veut dire qu'il y a deux personnes, au moins des scripteurs, des interlocuteurs qui vont, euh, qui vont donc créer cette typologie textuelle, alors que pour les autres typologies textuelles, il n'y a qu'un seul auteur. D'accord? Par contre, Jean-Paul Broncard, en 1994, il parlait qu'il y avait une planification co-gérée. Ça veut dire qu'il y a une structure, comme dans les autres typologies textuelles, mais que c'est donc un caractère dialogique. La planification, elle est co-gérée. Ce n'est pas une raison de poids pour dire que le texte dialogique n'est pas un texte, une typologie textuelle différente des autres. Et puis finalement, pour l'argument de l'hétérogénéité, on peut trouver aussi dans des argumentations, on peut trouver des descriptions ou dans des récits, on peut trouver même des dialogues. Donc, cet aspect de l'hétérogénéité n'est pas vraiment un autre argument de poids. C'est pourquoi on considère les textes dialogiques comme la cinquième typologie textuelle. Alors, les textes dialogiques, ils peuvent
être bien sûr écrit, mais la plupart du temps, il est oral. D'accord? Donc, on a un rôle de l'oralité très important dans les textes dialogiques et qui va marquer donc les caractéristiques. C'est pour ça qu'on va se rappeler, quand on a vu dans le thème 7, des caractéristiques de l'oralité. On va trouver des scories, des phathèmes et des régulateurs. Je vous rappelle, les scories, ce sont ces reprises, c'est quand on se trompe et qu'on se reprend. Voilà, c'est eux, c'est bégaiement, d'accord? Donc tout ça, ce sont des scories, ce sont des marques de l'oral. Puis on a des phathèmes, d'accord? Des phathèmes, ce sont des interjections, des mots qu'on utilise pour attirer l'attention de notre interlocuteur, pour savoir qu'il est présent, qu'il est branché dans l'acte communicatif et dans les dialogues. Et puis des régulateurs qu'on va trouver chez notre interlocuteur qui va nous faire parfois sous des formats non verbaux, d'accord? C'est-à-dire, elle ne va pas nous interrompre et il va juste assentir, dire oui, ou faire des faces, des grimaces, si vous voulez, pour nous donner des feedbacks, d'accord? Donc, il va nous donner une information très pertinente pour savoir s'il comprend, s'il ne comprend pas, s'il est ennuyé, s'il est d'accord, s'il n'est pas d'accord, s'il n'aime pas parler de ces sujets. D'accord? Tout ça sont des régulateurs qui peuvent être de façon non verbale ou verbale. Puis, on a des caractéristiques syntaxiques, comme c'est le cas, par exemple, et quand on a vu aussi dans les caractéristiques de la communication écrite et de la communication orale. Donc, vous vous rappelez de la phrase des élèves, c'est pas facile à élever, hein? D'accord, cette phrase, elle est créée, c'est vrai, les élèves ne sont pas faciles à élever. Mais par contre, pour remarquer, pour donner une emphase, on change les syntagmes dans l'ordre de l'oration et c'est serait donc une caractéristique syntaxique de l'oralité. Puis, on a aussi des rapports avec la situation de communication. Normalement, quand on est dans une situation de communication simultanée, d'accord, où les deux interlocuteurs sont présents, et on va trouver pas mal des déictiques, d'accord, des ici, maintenant, d'accord, des mots qui représentent une réalité dans le contexte immédiat, réel, d'accord. Donc, si je dis ici, je suis ici, vous n'allez comprendre que si vous êtes avec moi. Sinon, vous ne savez pas où je suis. Je pourrais être à Grenade, je pourrais être à Paris. Vous ne savez pas. Ici, on ne le sait que quand on est dans la même situation de communication et quand on est dans une présence simultanée. Puis, l'oralité, elle est aussi multicanale. Ça veut dire qu'on va trouver de la kinésique, de la proxémique, et on va trouver aussi du paralangage, donc ces changements de ton, ces changements de vitesse quand je parle, etc. Ça va donner une information que l'on ne peut pas donner quand on est dans l'écrit, où c'est plus difficile, où on a d'autres moyens pour donner ces informations. Où il faut être explicité, c'est comme dans le cas du point petit c, où il faut expliciter qu'est-ce que c'est ici ou maintenant. Donc, la simplification de l'oral, c'est donc les absences, par exemple, du ne. D'accord? Dans la négation, on trouve je ne sais pas ou je ne sais pas. Donc, l'un est d'abord oral, le deuxième est plutôt écrit. OK? Et puis, dans les 1.2, le dialogue en pratique sociale, il faudrait parler des principes des coopérations, qui a été relevé par H.P. Chris dans son article Logic and Conversation en 1975, où elle parlait de ce que la coopération, les quatre maximes, d'accord, donc la maxime de quantité, la maxime de qualité, la maxime de pertinence, si vous voulez, d'accord, et la maxime des modalités. Et puis les quatre fois, les quatre moments ou conditions où l'on peut violer ces maximes, d'accord, donc pour les mensonges, par exemple, etc. Ce sont des maximes que l'on trouve, enfin, pas des maximes, mais des situations où l'on pourrait éviter ou effreindre ces quatre maximes que je viens de mentionner. Donc voilà, donc les mensonges, on pourrait aussi ne pas répondre, les refus de répondre, c'est aussi un cas quand on ne veut pas parler de quelque chose, quand il y a deux maximes qui sont contradictoires, comme c'est le cas par exemple de la quantité et de la modalité.
ou simplement quand on veut relever quelque chose qui a été implicite. D'accord? Quand on a déjà parlé de quelque chose qu'on ne veut pas la répondre, on pourrait effreindre volontairement l'un de ces quatre maximes pour remarquer le contenu qui a déjà été dit. Pardon. Puis la politesse, c'est donc les principes des politesses qui a été d'abord relevé par Leach et puis avec les concepts des faces relevés par Goffman et qui a été puis repris par Brown et Levinson qui parlait donc de ces faces, la face positive et la face négative. La face positive qui est tout ce qui relève de l'interlocuteur, d'accord, les images valorisantes de chacun des interlocuteurs. Et puis la face négative qui serait donc les territoires du moi, d'accord, l'espace personnel, etc. On a donc des FTA, on pourrait parler ici des FTA, des Face Threatening Acts, donc des, si vous voulez, des activités ou des actes menaçant la face des interlocuteurs, ce serait menaçant la face positive, menaçant la face négative du locuteur, et puis pareil pour l'interlocuteur. Et puis on a des FFA, donc des Face Flattering Acts qui ont été mentionnés et on va dire conceptualisés par Gerbrat Orekioni. C'est donc elle qui a parlé de ces actes de compliment qui sont plutôt pour l'interlocuteur et ils peuvent être relevant de la politesse négative ou de la politesse positive. La politesse négative, c'est celle qui est, on va dire, d'atténuation, des préventions, abstentionniste, si vous voulez, et puis la politesse active, positive, qui est donc productionniste, donc par exemple, qui produit quelque chose, par exemple, un cadeau, un compliment, etc. C'est la politesse active, positive. Et puis, on a aussi le principe des négociations, d'accord? On va parler aussi de la négociation des thèmes, de la négociation, par exemple, des tours de parole, d'accord? On a différentes marques qui vont nous donner quand est-ce qu'on va devoir commencer à parler, quand est-ce qu'on va prendre la parole, ou par exemple, si on est censé parler d'un sujet ou pas. Donc, pour mieux approfondir dans ce petit temps, je vous conseille d'aller voir les thèmes 7. Puis, dans la structure du dialogue, on va d'abord parler de si vous voulez, dans un ordre hiérarchique, du plus petit au plus grand. On va d'abord avoir l'acte. D'accord, l'acte, ça pourrait être un acte communicatif, donc une seule phrase, d'accord, une seule oration. Puis l'intervention, ce sont donc dès ce que je commence à parler jusqu'à ce que je m'étais dans une conversation, dans un dialogue. Puis l'échange, c'est la plus petite unité dialogale. Donc, il va y avoir au moins 2 interventions. Et puis la séquence, d'accord. Et le dialogue, c'est toutes les séquences réunies, d'accord, du début de la discussion jusqu'à la fin. Pour les caractéristiques spécifiques certaines typologies textuelles, dialogiques, si vous voulez, on a par exemple, il faut remarquer qu'on a par exemple l'interview, l'interrogatoire, ce sont donc des types des dialogues spécifiques qui vont comporter une structure spécifique à eux-mêmes. D'accord? Mais par contre, la plupart des dialogues ont une structure générale. C'est par exemple la conversation normale que vous pouvez avoir avec un ami, avec un collègue, etc. Et donc, on va parler de la plus petite unité dialogale, c'est donc l'échange. L'échange comporte 2 parties, la partie initiative et la partie réactive. Normalement, la partie initiative, ça pourrait être soit par exemple une salutation comme bonjour et qui demande d'une partie réactive. C'est une réponse, donc je vous dis bonjour, vous me dites bonjour aussi. D'accord? C'est serait donc une paire adjacente symétrique. Tous les deux, on est dans le même niveau, on a le même statut, la même attitude, on dit tous les deux bonjour. Par contre, ça pourrait être aussi une question et une réponse. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Donc, mais je demande toujours une partie réactive. La partie initiative demande de la partie réactive. Et on a aussi des paires adjacentes dissymétriques. C'est par exemple, je lui ai dit bonjour, monsieur le président, salut André. D'accord. Donc, ce sont des salutations
C'est une paire, ok. Il y a une partie négative. Salut, bonjour, monsieur le président. Salut, André. C'est donc des paires dissymétriques. Super. Donc, on va continuer avec les types d'échanges. On a l'échange tronqué. La partie réactive ne se produit pas. Par exemple, je suis la personne qui est censée me répondre refuse de me répondre. C'est donc un échange tronqué. Par exemple, aussi, on a l'échange ternaire. Quand A pose une question, B répond et A clôt l'échange par un remerciement. D'accord, c'est est-ce que vous avez l'air? Oui, c'est 5h30. Ok, merci. D'accord, donc un échange ternaire. Ça a trois tours de parole, si vous voulez. Donc, la personne A, c'est celle qui a commencé avec l'échange. Elle remercie ou elle évalue, d'accord, pas dans un premier sens. Il ne va pas dire c'est bien, c'est pas bien, mais il veut juste confirmer que cette personne a bien compris la réponse et elle lui semble correcte, la réponse de la partie B. Donc, la personne A clôt l'échange, ferme l'échange. Puis, on a aussi des échanges étendus. C'est le cas, par exemple, quand on va offrir un cadeau, que normalement, la personne B, par des raisons culturelles, ne va pas euh, le prendre, ne va pas le recevoir directement. Elle va d'abord refuser et puis la partie A va devoir insister une ou plusieurs fois encore pour que la personne B puisse finalement dire merci et bien recevoir les cadeaux. C'est aussi quand on pose une question qui doit être précisée pour que la personne puisse répondre à la question correctement. D'accord? Parfois, il y a des questions qui ne sont pas définies. Donc, il faut vraiment, si je vous dis, est-ce que vous êtes heureux? Vous allez me demander, mais je suis heureux dans la vie ou est-ce que je suis heureux maintenant? Là, je dois encore vous donner des informations pour que vous puissiez bien répondre à la question. Super. Donc, on a aussi la séquence. La séquence, si vous voulez, d'après la définition des Calvert-Oricchioni, c'est un bloc d'échange relié par un fort degré de cohérence sémantique ou pragmatique, c'est-à-dire traitant d'un même thème ou centré sur une même tâche. D'accord? Les blocs d'échange qui parlent de la même chose, si vous voulez. Les séquences, on a des séquences fatigue d'ouverture et d'écriture. Donc, une séquence fatigue d'ouverture, c'est ça, par exemple, celle où on va saluer, on va dire ça va, etc. C'est donc une séquence où l'on va aborder l'interlocuteur pour établir le contact, opérer une première définition de la situation de communication. Si je dis salut, d'accord, ça veut dire que je défine la situation de communication en disant qu'on est dans un contexte plutôt familier, que voilà, on ne va pas se vous voyez, etc. Et on va amorcer l'échange, d'accord? On va amorcer l'échange qui vient après. On va, si vous voulez, amasser la situation de communication à notre interlocuteur pour qu'il soit bien content et bien ravi de répondre à nos questions ou d'avoir cet échange avec nous. Puis on a la séquence de clôture, d'accord, pour finir l'échange. Et elle est un peu plus délicate que celle d'ouverture, parce que normalement, c'est plus difficile à bien fermer une conversation. On a des répétitions. Bon, vous vous rappelez dans les films américains, quand on voit ces couples d'adolescents, d'accord, qui se disent non, raccroche, non, c'est toi qui raccroche. D'accord, donc c'est délicat, c'est difficile, d'accord, c'est donc une preuve de réussite. Ça veut dire que si, par contre, je dis OK, au revoir et je raccroche, mais là, on va penser qu'on n'a pas vraiment réussi notre échange et notre couple va être pas très content. Donc, c'est donc vraiment délicat. Il faut bien apprendre à finaliser, à finir une conversation. Puis, dans les routines et formules habituelles d'ouverture d'écriture, il faudrait aussi mentionner des différentes paires adjacentes des salut, bonjour, comme je viens de dire auparavant. Et aussi adieu, au revoir, etc. Ces paires, il faudrait mentionner quelques-unes au moins pour bien marquer qu'on les connaît. Puis,
Dans les séquences transactionnelles, il faut dire que c'est un aspect plutôt théorique que pratique, puisque normalement, une séquence transactionnelle, c'est chacun des thèmes abordés. Alors, par contre, dans une conversation, on n'est pas des robots. Nous ne sommes pas des robots, donc on ne va pas parler d'un sujet, puis soudain, on va changer à un autre thème. Donc, ça ne se passe pas comme ça. Donc, les thèmes dérivent les uns des autres et les thèmes sont imbriqués, enchevêtrés et en concurrence parfois. Donc, c'est quand on parle avec quelqu'un et ça va avec tes copines? Oui, mais l'autre jour, elle m'a dit que dans son examen, elle faisait un examen et elle étudiait quoi alors? D'accord, donc on change des sujets, mais c'est parce que c'est dans une conversation qui parlait d'une autre chose. Voilà. Donc, dans la notion des scripts, on a aussi les routines, d'accord? On l'a vu aussi dans le thème 7, les routines téléphoniques. Allô, oui, c'est qui? Ah, c'est moi, c'est Javier, ça va? D'accord? Ce sont des routines qu'on peut bien enseigner dans les plus petits niveaux, on va voir ça après. Et puis, on a les scripts. Alors, excusez-moi de l'interruption, mais comme je disais, donc, on a des routines de service. Quand on va au restaurant, ce sont des routines que l'on peut facilement enseigner à les premiers niveaux à nos élèves. Et puis, des routines pour certaines macro-fonctions, d'accord? C'est comme le cas pour s'excuser, demander pardon, etc. Et finalement, le texte dialogique en cours de fleu, on a des objectifs. L'objectif ou les objectifs principaux, c'est par exemple les créer pour les profs un besoin de communiquer. Il faut que les élèves aient ces besoins de communiquer, qu'ils veuillent communiquer, qu'ils veuillent établir enfin, c'est pour nous d'établir une communication contextualisée. Et puis, il faut trouver aussi un équilibre entre la correction phonétique et grammaticale et la naturalité. D'accord? Donc, pour cela, on a des activités comme la dramatisation, les jeux de mimique, les jeux de rôle, la simulation globale, la représentation de contes ou des scénettes. Alors, moi, j'aime bien les jeux de rôle, la simulation globale est aussi très, très intéressante quand on va changer de prénom des élèves, etc. Et, et puis, finalement, on a aussi pour arriver à avoir du succès dans nos objectifs, on a des planifications que l'on doit bien suivre. C'est donc d'abord une réactivation du vocabulaire, de la grammaire dont ils vont avoir besoin. Et il nous faut un élément déclencheur, une création de la situation et puis une mise en œuvre. D'accord? C'est là quand les élèves vont bien parler. Puis finalement, pourquoi pas une évaluation, même si ce n'est pas avec une note, mais il faut dire où est-ce que nos élèves ont les plus d'erreurs, où est-ce que nos élèves, c'est quoi dans quoi nos élèves maîtrisent bien déjà, etc. D'accord? Donc, finalement, la conclusion, c'est la même pour les typologies textuelles, donc les compétences discursives et textuelles, ce sont des compétences que normalement nos élèves ont déjà acquis dans la langue maternelle, et puis il faut enseigner aussi ou transposer, pour mieux dire, dans la langue étrangère. Et les rôles des scripts dans les premiers niveaux d'apprentissage, c'est aussi très intéressant. Donc, c'est maintenant à vous de les pratiquer, d'accord? Puisque quand on a ces types de scripts intériorisés en tant qu'élève, c'est très facile d'aller dans un pays francophone. C'est d'abord voilà, les premiers niveaux marqués par les CSRL. En fait, c'est de connaître ou de bien connaître les différents scripts, au moins les niveaux A et A1 et A2 font beaucoup de références à ce type de script. Évidemment, on pourrait approfondir tout cela dans les niveaux supérieurs, mais bon, pourquoi pas les noter. Voilà donc le thème 35. Je vous demande pardon de cette petite interruption. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mettez un petit pouce dans la vidéo et on se voit dans les prochains thèmes, probablement les thèmes 29. Vous pouvez aussi me dire quel thème est-ce que vous voulez que je mette sur ma chaîne. Et bah, je dirai le thème et je vous le mettrai ici comme un petit résumé. À la prochaine. Au revoir. Bon week-end.